Troisième, c'est parti. Greg, merci de nous accueillir. Bonjour, merci. Pour cette mini-interview, pour ce grand format comme on l'appelle. On a de la chance aujourd'hui d'être dans le vestiaire de l'équipe première. Donc pour moi c'est un honneur, c'est la première fois que j'ai l'opportunité de venir ici. Donc tu vas pouvoir nous parler de toi un petit peu, de ton métier d'intendant. Qu'est-ce que le métier d'intendant? Voilà. Donc pour moi, honnêtement, ça me fait super plaisir de t'avoir, vu que tu es un ancien de la maison et que on te voit souvent au bord du terrain, autour du terrain. Ça va nous permettre de te mettre un petit peu en lumière, si tu vois ce que je veux dire. Le plaisir est partagé, mais je t'avoue que je préfère l'ombre à la lumière. Mais... bon, voilà. Alors un petit peu de lumière, mais pas trop. Voilà. D'accord, super, merci Greg. Du coup Greg, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton arrivée au sein du GF38? Quand est-ce que tu es arrivé? Dans quelles conditions? Alors je suis arrivé au GF38, alors bon, j'ai plus trop les dates, mais en gros ça devait être octobre ou novembre 2001. Pas tout jeune ça, hein? Non, c'est pas tout jeune, ça commence à faire quelques années. Je suis pas rentré dans les fonctions d'intendant tout de suite parce qu'il n'y avait pas de poste d'intendant. Je suis rentré, j'étais en alternance. En gros, je connaissais Max Marty et le président Alain Fessler à l'époque. Et c'est grâce à eux que j'ai pu rentrer au GF38. Du coup, je suis rentré quand il y avait le coach, c'était Marc Westerlo, que j'ai pas connu longtemps parce qu'il n'est pas resté longtemps. Et puis Alain Michel est revenu. Mais j'ai pas occupé ce poste-là tout de suite. J'ai d'abord occupé, donc j'ai fait de l'alternance pendant 2 ans à l'admin. Donc à l'époque, c'était l'admin, pour te dire, c'était des Algeco qui étaient sur le terrain stabilisé du Vercors. Je sais pas si tu vois un peu. Ça y est, moi j'ai 2-3 souvenirs. Lointains souvenirs. Donc voilà, donc on était là-bas, on était 3 ou 4, je crois, enfin bref, on n'était pas nombreux. Et j'ai commencé à faire plutôt de l'accueil, un petit peu de boutique, surtout les soirs de match à l'Hédiguière. On avait une cahute, pareil, un petit Algeco. On était derrière nos barreaux, les gens à l'extérieur pour vendre les maillots. Enfin bon, c'était assez spartiate. J'ai 2-3 souvenirs aussi, voilà. C'était assez comique quand tu y repenses au final. Complètement, ouais. C'était une autre époque. Et, et du coup, petit à petit, j'ai commencé à aider Paco, donc François Martinez, qui était le dirigeant de l'époque, et qui avait des petits problèmes de santé. Du coup, je l'aidais, mais alors à l'époque, si tu veux, c'était beaucoup moins chiadé qu'aujourd'hui. Pour te dire, les équipements, c'était tout du XL, personne n'avait le choix. Enfin, tu distribuais les maillots, les dotations en début de saison, et puis les joueurs se débrouillaient même parce qu'en fait, il n'y avait pas de système de laverie. Donc les joueurs prenaient chez eux leur linge et revenaient le lendemain avec leur linge propre. Enfin, c'était vraiment basique, quoi. Je comprends mieux pourquoi Vivian Mathéus, quand il m'avait donné son maillot, c'était du XL. Alors non, parce qu'à l'époque de Vivian Mathéus, on était déjà un peu plus... avec du Harry. Bon, on sait qu'il devait vraiment être costaud, en fait. Il était du... C'est bien, Greg est capable de vous dire qu'il est taille de tous les jours qui sont passés. C'est presque, quasiment, si je m'en rappelle. Donc voilà, donc après, petit à petit, on a mis en place des choses. Après, malheureusement, Paco nous a quittés. Et du coup, on a créé le poste d'intendant. J'en ai profité pour, alors je ne vais pas dire améliorer parce qu'il n'y avait pas d'amélioration vu que c'était une création. Porter de la jeunesse. En tout cas, on a commencé à travailler un peu comme les autres clubs, un petit peu en retard, mais on a commencé en tout cas à s'en inspirer. Du coup, on a floqué les maillots parce que pour qu'on puisse laver les équipements et qu'ils reviennent, évidemment, il faut que chacun ait son petit numéro pour pas qu'on se trompe. On a commencé à mettre en place 2-3 choses. On a acheté une floqueuse, on a acheté du lave-linge, sèche-linge. Et puis petit à petit, j'ai pris mes fonctions d'intendant. Alors pas au début, j'étais intendance et bureau, sous l'air un peu Cuperly. D'accord. Je suis vraiment passé à l'intendance au moment où Thierry Goudet est arrivé. D'accord. Et où là j'étais à plein temps à l'intendance. Ça a été une vraie demande du club ou c'est plus venu parce que c'est par la force des choses? Non, en gros on était en retard sur les autres clubs professionnels, clairement. Et les joueurs étaient demandeurs.
parce qu'ils ont signé pro et que quand ils arrivent quelque part, ils aiment, je pense, d'un club à l'autre, avoir en tout cas cette base-là pour pouvoir travailler et ne penser qu'au foot au final. Eux, ils voulaient pas. Je pense qu'il y a un joueur de foot, le métier est assez dur comme ça pour que nous, on est là pour faciliter tout ce qui est extra-sportif. Ouais, bien sûr. Donc, on était obligé d'en passer par là. On a encore du retard sur d'autres clubs aujourd'hui, hein. On n'est pas en avance sur les autres, mais par contre, tous les ans, on essaie de s'améliorer pour faire en sorte que les joueurs, quand ils passent d'un club à un autre, ils disent il n'y a pas de différence. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est ma mission première. Ok, voilà. D'accord. Après, avec le temps, les choses ont évolué. Je te fais tout le truc ou tu veux des questions? Tu fais comme c'est bien, t'es bien. Non, mais alors après, en gros, non, parce que j'ai le cursus, là, je peux te. Bah non, mais c'est bien ce que tu dis. Je perds pas la boule, donc c'est très bien ce que tu dis. Donc du coup, en gros, donc sous l'ère Thierry Goudet, j'ai vraiment pris mes fonctions d'intendance. À l'époque, l'intendance c'était basique, c'est-à-dire c'était du flocage, donc préparation des équipements sur la semaine pour les joueurs tous les matins. Il y avait une redondance, laverie, redistribution du matériel, préparation du matériel pour aller sur le terrain, ballon, coupelle, des choses comme ça, chasuble. Et puis le week-end, on avait donc une préparation, enfin j'avais une préparation parce que j'étais tout seul, préparation des équipements de compétition. Voilà. Et puis voilà, gestion de la feuille de match. Petit à petit, la fonction d'intendant c'est un petit peu améliorée. Je ne m'occupais pas encore de la réservation des déplacements, des choses comme ça, mais par contre je gérais sur place le jour des matchs. Le virage a été vraiment fait en 2011 quand on a déposé le bilan, quand on est reparti. Quand on est reparti en CFA2, là il y avait pour de bon plus grand monde. Du coup j'ai pris ces fonctions de team manager, mais sans l'être officiellement, mais donc c'est un poste un peu plus évolué dans le sens où tu chapeautes l'intendance, mais enfin chapeauter l'intendance quand t'es qu'un, ça reste de l'intendance. Mais par contre le team manager, en gros, il s'occupe de la réservation des déplacements, des équipements. Il a une fonction plus importante parce que ça englobe plus de choses. D'accord, donc c'est toi qui réserves l'hôtel pour les joueurs aussi à l'extérieur. Voilà, je m'occupe des déplacements, des réservations. Avions, les bus, j'ai un budget annuel sur les déplacements, j'ai un budget sur les équipements. En même temps, en 2011, j'ai aussi pris la fonction à l'assaut de responsable de tous les équipements du club. Donc je commande tous les équipements à notre équipementier. Ça passe par moi, on réceptionne, on check et après on floque et on envoie, on dispatche à toutes les catégories. Voilà. Donc c'est un travail quand même assez fastidieux, mais voilà, depuis 2011 je maîtrise assez le sujet. Et puis petit à petit, alors sachant qu'entre 2011 et 2018, je n'étais qu'à mi-temps au club, puisque je travaillais aussi au Stade des Alpes. D'accord. Du coup, c'était compliqué. Après, j'ai eu la chance quand même de travailler au Stade des Alpes avec Jean Mouton, qui est le directeur du stade et qui était un ancien du GF, du coup, qui était qui était bienveillant avec moi et plutôt complaisant, et du coup, qui me laissait de temps en temps un peu de temps pour m'occuper du GF 38, et ça, c'était plutôt sympa de sa part. Mais petit à petit, du coup, je me suis mis, j'ai continué à évoluer dans ce sens-là. Moi, ma préoccupation première, ça a toujours été de me dire, ce pôle, ce que je maîtrise vraiment aujourd'hui, c'est le pôle intendance. C'est le pôle, tu vois, toute cette partie où il faut s'occuper de tout l'extra sportif. Ouais. Parce que pour moi, je considère encore une fois que c'est important pour les joueurs qu'ils aient le moins de choses à faire. Voilà, à penser football. Les mettre à l'aise, en préparation, en condition de match. Voilà. Après, on fait avec nos moyens, parce que évidemment, si on compare notre cellule team management, intendance et la cellule des autres clubs, on est encore en retard. D'autres clubs, ils ont 2 intendants, un team manager, une personne qui fait que du lavage. Bon, nous, tout ça, pour l'instant, on n'a pas.
Ça viendra avec le temps, je pense, parce qu'on va y être forcé. Le club évolue au fur et à mesure du temps, calmement, mais il évolue. Exactement. Max Marty fait le nécessaire pour justement que ça évolue. Ça évolue à... on reste à échelle humaine, donc c'est plutôt le positif de ce club. Après, aujourd'hui, alors j'ai repris mes fonctions de team manager cette fois-ci à plein temps en 2018, donc à la montée du club en Ligue 2, parce que à l'époque, le coach Yves Verger disait que oui, il fallait quelqu'un à plein temps avec eux, et que quand on revient en Ligue 2, malheureusement, je ne peux pas faire du mi-temps, il fallait quelqu'un à plein temps. Vu quand on voit les tâches effectivement que tu dis, tout ce que tu as à faire en fait dans une semaine, je pense que beaucoup de personnes vont être étonnées de savoir que effectivement c'est toi qui réserve les bus, qui s'occupe des déplacements, etc. Ce sont des choses que nous, par exemple, autour, on ne sait pas. Donc en gros, tu as cette fonction team manager, tu as la fonction intendance, et puis tu as aussi, donc je suis aussi responsable de la boutique. Alors j'ai une personne qui est à la boutique en gros je chapeaute cette ce poste-là, mais j'ai pas grand-chose à faire sur ce poste-là, parce qu'on a une personne à la boutique qui est dédiée à ça. Par contre, la fonction de responsable des équipements, des stocks, ça prend aussi beaucoup de temps. Mais ma fonction première, ça reste évidemment team manager. D'accord. Aujourd'hui, je suis aidé par Victor qui est à la boutique. Je suis aidé par Jérôme Jérôme Dijon qui est beaucoup à l'assaut, donc qui fait un peu le lien entre moi et l'assaut sur les équipements. Donc il m'aide énormément sur ça. Et puis sur la Ligue 2, parce qu'il est toujours avec moi, enfin il est souvent avec moi en bénévole, encore une fois, donc c'est important de le souligner. C'est encore plus important parce que il est vraiment dévoué au club et c'est sa passion, donc voilà, il m'aide quand il le peut. Et puis j'ai Dominique Marconne qui est aussi un vieux de la vieille au club, qui a eu son fils aussi dans les catégories jeunes, gardien fait en réserve, et qui lui aussi m'aide dès qu'il a un moment, surtout sur les matchs. Et du coup, j'ai mes deux bénévoles qui sont toujours là, et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon je m'en sortirais pas. Il faut leur faire un grand clin d'œil. Ah oui, un énorme clin d'œil, mais encore une fois... C'est bien que tu en parles. C'est important d'en parler, parce que je suis une personne de l'ombre, mais je suis salarié, c'est mon métier. Donc je vis de ma passion, et j'ai la chance de vivre de ma passion, mais eux sont passionnés et n'en vivent pas. Ils sont vraiment juste passionnés, ils sont là pour aider le club, et c'est ça qui est beau. Et ils sont d'une importance cruciale capitale. Aussi. Et capitale. Pour moi, capitale. Après, la direction s'en rend compte ou s'en rend pas compte, mais en tout cas, sans eux, je pourrais pas faire tout ça. Et c'est tout à ton honneur de le dire, en tout cas. En tout cas, c'est normal. Dominique, Jérôme... Gros bisous. Gros bisous. Alors après toutes ces belles explications et cet honneur que tu as fait aux bénévoles du club, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour gérer concrètement des stocks de maillots par exemple? Alors j'imagine que ça doit être assez complexe, je m'explique. Les joueurs ont des maillots qu'on leur attribue, qui sont floqués de leur nom, de leur numéro, et aussi floqués de la LFP. Voilà. Donc j'imagine que ça doit être assez compliqué, surtout que les joueurs, parfois certains donnent des maillots, parfois peut-être, échangent des maillots avec les autres joueurs, parfois aussi il peut y avoir très souvent des supporters qui réclament, qui grattent et qui vont pas que voir les joueurs. Par exemple, des fois ils vont voir Grégory Kurkeden et qui lui demandent un petit quelque chose. Comment est-ce qu'on fait justement pour gérer tout ça? Parce que ça a l'air d'être assez complexe vu de l'extérieur. C'est complexe, c'est pas que vu de l'extérieur, c'est complexe aussi vu de l'intérieur. Ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est très compliqué à gérer les maillots, mais enfin les équipements, parce qu'il n'y a pas que les maillots. En fait, ce qui est compliqué, si tu veux, c'est qu'il y a une partie, tout le matériel qu'on reçoit en début de saison, il est neuf. Donc on le stocke. On a une gestion de stock. On a des process qui sont comme tous les autres process dans tous les autres clubs, et qui sont similaires par exemple à un supermarché. Quand tu prends quelque chose, tu fais une sortie de stock, et normalement cet équipement est sorti de ton stock. La différence
dans le foot, c'est que cet équipement est sorti de ton stock, on le floque, les joueurs l'utilisent, mais nous on le re-rentre dans le stock, mais plus en équipement neuf, en équipement stocké, mais dont on se sert en fait. On le sort, on le rentre, on le sort, on le rentre. C'est-à-dire qu'un joueur réutilise son maillot pour les prochains matchs. Voilà, en gros, sur la partie maillot. Alors, la chance que j'ai d'abord, c'est que d'abord j'ai un club, j'ai une direction qui me fait confiance 100% et qui me laisse gérer les équipements, mais gérer aussi l'achat des flocages, des sponsors, tout ça. Donc, ce qui me permet, moi, ne pas avoir besoin d'avoir une personne à appeler au club en disant bah voilà, il me manque ça, il me manque ça. Je gère tout moi, ce qui me permet de savoir où j'en suis tout le temps. Donc c'est simple, hein, je reçois mes flocages, je reçois les badges de Ligue 2, on a des positionnements à mettre qui sont aussi, comment dire, la LFP nous donne des encarts et nous dit bah voilà, tel sponsor sur l'épaule il ne peut pas dépasser tel centimètre, sur le ventre il ne peut pas dépasser tel centimètre. Donc on fait en sorte d'avoir des sponsors qui correspondent à ce que nous demande la LFP. On les floque. On floque le nom et numéro du joueur. Chaque joueur a 2 maillots par match. D'accord. Les 2 maillots, en fait, sur l'année, ça c'est un deal qui est passé avec le capitaine qui représente les joueurs et notre directeur général Max Marty. Max leur dit, bah voilà, vous avez, je dis n'importe quoi, hein, vous avez tant de maillots dans l'année gratuits, vous avez un maillot gratuit si on gagne le match à l'extérieur, vous avez, voilà. D'accord. Donc c'est dealé dès le début de saison. D'accord. Moi je tiens un tableau à jour où les joueurs, bah, ils ont, je dis n'importe quoi, ils ont le droit à 5 maillots gratuits dans l'année. Une fois qu'ils ont dépassé leurs 5 maillots, et bah, ils payent leurs maillots. Donc moi, tous les mois, j'envoie la comptabilité. D'accord, c'est un exemple hein, que tu dis les 5 maillots. Hein. C'est un exemple. Je ne donne pas de chiffres. Voilà. Mais simplement, en gros, en fin de mois, je donne mon petit tableau à la comptabilité en disant, voilà, il faut retenir telle somme par joueur parce qu'ils ont dépassé leur quota. Leur quota, voilà. Ok. Donc ils ne font pas ce qu'ils veulent non plus avec les maillots. Ça, il faut que les supporters en soient conscients. Quand il m'arrive aussi de leur interdire d'échanger ou de garder sur un match parce que on a un problème de stock ou on n'a pas reçu certains logos, je ne pourrais pas les refaire avant la semaine, avant le prochain match. Donc ils sont conciliants aussi sur ça. Donc c'est pour ça que quand des fois ils refusent de donner leur maillot, ils disent je peux pas, le club veut pas, c'est pas des conneries, des fois c'est moi qui leur demande de ne pas donner. Voilà. Donc ne vous en prenez pas aux joueurs, prenez-en. Il faut vous en prendre à grèche. Bien sûr, on plaisante là-dessus. Moi je comprends parfaitement en tout cas cette façon de voir les choses. Encore une fois c'est compliqué parce que on n'est pas le PSG en gardant toute proportion gardée, mais heureusement. mais non, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas on donne pas les maillots comme ça, c'est pas par plaisir. On pourrait, moi ça me ferait plaisir de donner tout le temps les maillots aux joueurs et que les joueurs ils donnent leurs maillots aux supporters, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir. Mais c'est une gestion compliquée, on a un budget qui est serré, il faut le respecter, voilà. C'est des choses qui malheureusement on ne fait pas ce qu'on veut, quoi, voilà. Donc on est quand même une entreprise et comme dans toute entreprise, quand on fait un budget, il faut le respecter ou en tout cas il faut essayer de s'en approcher le maximum. Et c'est tous les jours qu'il faut, même les joueurs des fois ont du mal à comprendre. Pourquoi, enfin ils me disent ouais t'es un radin, machin, etc. Mais en fait je suis le comment dire, on m'a donné cette responsabilité. Ouais. C'est pas parce que je suis arménien et que c'est vrai que les Arméniens c'est des grippes-sous. Non. Mais en gros voilà, moi j'aime bien que les choses soient carrées. Et quand on me donne quelque chose à faire, il faut que je le fasse bien, sinon je le fais pas. C'est pas la peine. D'accord. Voilà. Ouais. Super, je te remercie. Et du coup, pour tout ce qui est, on va dire, petites habitudes au niveau des joueurs, est-ce que tu peux nous donner un peu 2-3 indices? Est-ce que c'est parfois compliqué aussi de devoir gérer un peu avec les demandes de tout le monde? Alors franchement, moi depuis, ça fait 20 ans que je suis dans un vestiaire, 20 ans que tous les ans, toutes les saisons, j'ai des joueurs différents. J'en ai eu en Ligue 1 qui étaient même
d'autres... Grosse réputation. Voilà. J'ai jamais eu de... Ils ont tous leur façon d'aborder les matchs, de préparer leurs matchs, ce qui est normal. Mais il n'y en a aucun qui est jamais venu me voir en me disant « Ouais, moi, il faut que ma chaussette droite, elle soit à gauche » ou tu vois, des trucs un peu bizarres. Mais ils font leur truc chacun de leur côté. Ouais. J'en ai vu. Je ne donnerai pas de nom parce que je vais te dire pourquoi. Même s'il y a prescription? Non, parce qu'il n'y a jamais prescription. Je vais te dire pourquoi. Parce que mon travail, c'est aussi d'être une tombe. Parce que on voit l'envers du décor et on voit aussi les joueurs, leur bon côté et puis leur mauvais côté. Mais j'irai jamais dire des choses, que ce soit bien ou pas bien d'ailleurs, j'irai jamais parce que je veux, même si c'était il y a 20 ans, je veux pas mettre mal à l'aise des gens que j'ai côtoyés. Je comprends. Voilà. Donc non, je garde pour moi ce que je sais sur certains joueurs ou pas. Mais ça c'est mon petit jardin secret. Ça me fait plaisir d'avoir des trucs que pour moi. Je t'avouerai que j'aurais bien voulu savoir quand même. Mais bon, j'irai à la pêche autrement. Après, encore une fois, je suis arménien, tous monnaie. Hein. Je veux dire, donc, en off. On s'arrangera tout à l'heure. Voilà. Pas de souci. Donc du coup, tu as connu aussi plusieurs staffs différents dans ta carrière. Je vais appeler ça une carrière aussi parce que c'est quand même une carrière professionnelle. Voilà. Même s'il y a eu cette période un peu d'amateur, voilà, qui est complètement différente. Est-ce que le travail avec des staffs différents sont compliqués à gérer? Est-ce qu'il y a des demandes particulières suivant les entraîneurs principaux? Comment est-ce que ça se passe? Bon, alors moi j'ai connu beaucoup de coachs. Il y en a quand même pas mal qui sont passés. Je me souviens plus, mais j'avais fait le compte il n'y a pas longtemps, mais je crois que c'est entre 12 et 14, enfin un truc comme ça en tout cas. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir des staffs qui n'ont pas trop changé au cours des années. Ouais. C'est-à-dire que j'ai quand même plutôt gardé des staffs longtemps. La preuve, c'est que le staff actuel, ça fait depuis 2011 qu'on travaille ensemble. Donc, tu vois, donc on ne change pas trop nos habitudes. Ils n'ont pas de demande particulière. Je pense que les coachs, eux, c'est différent, mais j'ai envie de dire que le coach a tellement une pression différente des autres que au final je suis jamais tombé sur un coach qui était pénible quoi. En gros, alors est-ce que j'arrive à m'adapter? C'est peut-être aussi j'ai peut-être cette qualité là, mais je pense quand même que je suis jamais tombé sur vraiment un coach ingérable et pénible. Tous quand ils arrivent à Grenoble, ils savent aussi qu'ils ne sont pas encore une fois à Marseille ou au PSG. Donc je pense qu'ils prennent aussi sur eux parce que tous les staffs voudraient être au top du top, ce qui est normal. Hein. Après, on fait avec nos moyens. Je pense que sur la partie déplacement, on est plutôt pas trop mal quand même. C'est plutôt fluide la manière dont on se déplace. Il n'y a jamais, je touche du bois, j'ai jamais eu de vrais problèmes où on reste en galère et où ça met en péril le match. Après, ouais, mais ça pourrait vite arriver. Oui. Et sur les équipements, j'ai envie de te dire que notre équipementier aujourd'hui on travaille avec Nike. Bon sans être méchant envers d'autres équipementiers, Nike ça fait partie quand même des grosses marques, des valeurs sûres. Donc les joueurs autant que le coach, autant que le staff se plaignent pas des équipements. Après encore une fois on a un fonctionnement particulier, tu vois, je parle par exemple de la laverie. Dans les autres clubs, ils ont un fonctionnement différent du mien. Moi, grâce, mais bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas sur cette partie-là, grâce aux Japonais de l'époque, non mais c'est eux qui ont, ouais, c'est eux qui ont fait venir du Japon le mode de filet. Tu sais, on a des filets à linge. Ça n'existait pas trop en France en fait. Et en fait, le filet à linge, ce qui est bien, c'est que tu mets les affaires des joueurs, tu mets dans la laverie. On lave, on sèche et puis tu rends le filet tel quel. Donc tu as juste à noter le filet et tu sais que le filet revient, tu n'as pas besoin de trier, tu perds beaucoup moins de temps. Et ça, j'ai été un des premiers à le faire en France. Il y a d'autres clubs qui ont pris mon exemple et qui le font maintenant. Mais tu vois, ça fait partie des choses où on essaie de s'adapter, on essaie de faire en sorte de gagner du temps parce que justement, le temps il est précieux et qu'on a tellement de choses à faire qu'il faut gagner du temps sur certains domaines.
Après honnêtement, les staffs, moi je prends toujours du plaisir à travailler avec eux parce que, bon, d'abord parce qu'on rigole beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de staff, enfin, en tout cas moi de mon côté, j'ai jamais vu un staff se prendre vraiment au sérieux. Et ça c'est plutôt plaisant. Et les coachs, encore une fois, j'ai pas vraiment eu de problème avec des coachs. Il y a des coachs qui étaient plus exigeants que d'autres, mais ce qui est normal. Mais les niveaux d'exigence n'étaient pas non plus impossibles. Voilà, donc j'ai jamais eu de problème avec le staff. Tu as toujours su t'adapter en fait en fonction des nouveaux arrivants. Oui, et puis tu sais, on a aussi, alors le staff, comme je te dis, le staff actuel, il a aussi il a dû s'adapter à plusieurs coachs différents. Ouais. Et encore une fois, tu as toujours, mais c'est normal hein, dans tous les métiers du monde, quand tu as un nouveau supérieur hiérarchique, parce que le coach c'est un supérieur hiérarchique, quand tu as un nouveau supérieur hiérarchique, bah, tu es toujours là à te dire, putain, il va être comment est-ce que je vais pas galérer, est-ce que ça va pas... Et au final, bah, alors ça prend peut-être à plus ou moins, enfin à court ou moyen terme, les coachs sont toujours plutôt satisfaits et du staff et de moi, donc au final ça se passe plutôt bien, tu vois. Bah, tant mieux. Il n'y a jamais eu de couac depuis ta... Il y en a, mais c'est pas des trucs... Pas qu'avec le staff, mais avec lors d'un déplacement ou un truc, un oubli de maillot, quelque chose comme ça. Alors ça non, oubli de maillot, oubli de licence, ça non. Mais j'ai une anecdote qui est rigolote. Oui et non. Qui ne devait pas être rigolote pour toi. Non, si mais savoir ce que tu vas me dire. Bah en fait, un jour en revenant de Chambéry avec notre ancien autocariste, il n'était pas là. Mais je te dis ça, c'était il y a 15 ans. À l'époque de Daniel Danic. Gaël Danic. Ah, il y avait c'était un match de Coupe de France. Alors je sais pas exactement. On avait pris l'avion puisqu'on était à l'aéroport de Chambéry. En fait, j'appelle toujours, moi avant qu'on prenne l'avion, j'appelle toujours le chauffeur pour dire bon, on sera là dans une heure, tu vois. Et là, j'arrive pas à l'avoir. Une, deux, trois fois. J'envoie un message et j'envoie un message à l'astreinte. Sauf que j'envoie le message à l'astreinte, on est dans l'avion et le message il passe pas en fait. Je le vois pas en fait. Et j'arrive à l'aéroport et tu sais à Chambéry à l'époque en fait ils nous attendaient. On arrive à 1h du matin, ils nous attendaient mais en gros l'aéroport il est fermé. Tu arrives, ils te foutent tout de suite dehors, ils t'accueillent, hop ils t'emmènent dehors et puis hop ils ferment le truc et ils rentrent chez eux. Et du coup, on sort et tout, je regarde de loin, je vois pas le bus. Je dis, oh putain, merde. Donc j'appelle tout de suite l'astreinte. Je dis, oui, bonjour, Grenoble 38, on attend, il n'y a pas le bus. Et le mec, il me dit au téléphone, oh putain, il nous a planté. Il fait comme ça. Je dis, attendez, quoi c'est quoi il nous a planté que, oui, quoi que, il me dit, oui, c'est un chauffeur qui doit partir. On est en litige et tout, et du coup il nous a planté. J'ai dit oui mais moi je m'en fous, je veux mon bus. Et j'ai quand même du bol, parce que en fait, peut-être 2 semaines, alors c'était en hiver, et 2 semaines ou 3 semaines avant, je parle avec un copain d'origine arménienne qui était parti sur... Encore un. Qui était parti sur Albertville ou enfin pas loin là-bas, et qui avait monté sa boîte de transport taxi, mais tu sais, il faisait les navettes entre les aéroports, les gares et les stations de ski. Et souvent, il travaillait la nuit parce qu'il y avait des avions ou des trains qui arrivaient tard le soir et du coup, il faisait les navettes. Et je dis, putain, et je regarde, en plus j'avais pris son numéro, donc je l'appelle, je dis, putain, qui répond, il répond, il me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, bah voilà, j'ai le problème. Il me dit, il faut pour combien de personnes? Je dis, bah on est 25. Il me dit, ok, pas de problème. Il est arrivé peut-être 20 minutes après avec 6 minibus, tu sais, voilà, 6 minibus, et puis il nous a emmenés sur Grenoble. Donc, c'est un moindre mal, j'ai envie de dire, mais j'ai eu très chaud ce jour-là. Ouais. Ils sont quand même forts, ces Arméniens, quand même. Faut signaler. Alors, blague à part, bon, c'est vrai qu'on est fort, mais blague à part, c'est aussi, mon rôle, c'est aussi les soucis et les problèmes et résoudre les problèmes. Donc ça fait partie du métier. Donc assez stressant quand même, au final, il y a une partie de stress. C'est stressant. Après, moi, je gère plutôt bien le stress sur ces choses-là. Bon, après, j'ai l'habitude aussi, mais j'arrive toujours à trouver la solution. Alors, encore une fois, ça se goupille bien. Hein, j'ai souvent du bol et voilà, ça se goupille bien. Mais j'arrive quand même souvent à trouver les solutions, rapidement.
Magnifique. Oui, je sais. Merci, c'est mon surnom. Oh non, c'est en caméra. Ah non, mince. Non, bon, ouais. On n'a pas eu la chance de voir ton local. Ouais. Voilà. Bon, je t'avouerai que c'est dommage pour moi parce que j'ai des grands souvenirs du local de la Poterne. Ouais. Alors, j'ose espérer qu'il est mieux rangé qu'à l'époque. Voilà. Bon, en tout cas, il doit être plus neuf. Du moins, je l'espère. Et puis, il est plus grand. Il est plus grand. Donc, on peut mieux ranger le matériel. T'as plus les 3 mètres carrés là, c'est non. bon. C'était bon. Les 3 mètres carrés, il fallait empiler en fait. C'est ça, en hauteur. Il fallait gagner en hauteur ce que tu n'avais pas en largeur. En fait. Donc, non, là, il y a beaucoup de matos parce que. Tu sais, rien que les ballons, par exemple, tous les ans, tu reçois 200, 300 ballons de la ligue. Ah oui. Donc, tu sais, ça fait un peu de volume. Mais oui, non, il est rangé. C'est mon bordel, mais organisé. Et ouais, c'est ma caverne d'Alibaba, mais j'aime pas trop la montrer parce que encore une fois, c'est ton métier. C'est mon métier et c'est privé. C'est privé et c'est mon jardin secret. On comprend qu'il y a des choses aussi peut-être un peu personnelles que tu veux cacher. Non, alors j'ai pas de slip là-dedans. Non. J'ai rien, non, j'ai une photo de ma femme et mes gosses. Ah, bah alors du coup, voilà, non. C'est le seul truc perso que j'ai. On respecte. On respecte. Il y a peut-être aussi des maillots d'Olivier Giroud collector ou des trucs comme ça. Alors, bon, ça encore, on le verra en sous-marin. Ouais, alors ça, je reconnais que j'ai une belle collection de maillots. Souvent d'anciens joueurs qui me donnent. Non, mais c'est vrai que j'ai une belle collection. Olivier Giroud m'avait donné son maillot d'équipe de France aussi. Donc ouais, non, j'ai une belle collection, mais cette collection-là, elle n'est pas là. Bah, j'espère pour elle toi. est chez moi. Donc, j'espère pour mais toi. par contre, le club, je change aussi des maillots pour le club parce que voilà, pour que ça reste aussi, on garde tous les ans, on garde les maillots de l'année du club. Et puis de quelques clubs qu'on rencontre qui sont quand même des clubs phares du championnat. Et ça, je garde par contre dans mon local. D'accord, très bien. Après ces belles explications, est-ce que tu peux nous dire, toi qui as connu quand même énormément de choses avec le GF38, quel aura été pour toi le ou les meilleurs souvenirs? Alors, les meilleurs souvenirs, forcément, moi, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui sont dans mon cas. Les meilleurs souvenirs, c'est toujours les montées. C'est des moments, alors tu sais, quand on est monté en Ligue 1, quand tu vis de ta passion et quand tu souhaites une seule chose, c'est voir le haut niveau, le plus haut niveau. Et le haut niveau, c'est la Ligue 1. Donc, quand on est monté en Ligue 1, je reconnais que les 2 années de Ligue 1, ma femme, elle ne me voyait jamais. Bon, j'avais pas encore de gosse, mais voilà, des fois, elle me dit tu rentres à la maison de temps en temps. Je lui dis excuse-moi, chérie, mais on est en Ligue 1. Elle me dit oui, non, j'ai compris. Du coup, en plus, elle n'est pas du tout foot, donc elle ne me suivait pas du tout dans mon délire. Mais en gros, bon, elle me laissait faire, ce qui est plutôt sympa de sa part. Et du coup, non, j'ai vécu 2 années de Ligue 1 exceptionnelles, même si la deuxième a été très difficile. Mais en même temps, tu sais, c'est le paradoxe quand tu es en Ligue 1, que tu as comme pote Vitakic, Luboya, Matsu, et puis Batles, et puis que tu es au château à Clairefontaine. Enfin, je veux dire... c'est à la fois extraordinaire, tu es là, tu te dis putain, je suis en train de rêver. C'est un rêve de gosse aussi. Ouais, et en même temps, tu vis une saison difficile, mais voilà, tu es tellement. Je pense que tu t'en rends pas compte, c'est à la fin que c'est plus douloureux. Quand après la descente aux enfers. Celle-là, elle est pour moi, c'est bon, c'est la pire chose qui ait eu le club pour moi. Mais j'ai envie. Alors, moi, mon grand-père, il me disait toujours il y a toujours des temps mieux dans les temps pis. Et au final, je ne comprenais pas cette phrase. Parce que je me disais ouais, mais c'est vrai on a trouvé, tu sais, dans cette renaissance de revivre ça, mais du début. Parce que j'ai pas eu la chance, moi, de revivre. Je suis arrivé en Ligue 2, en D2 à l'époque. Donc j'étais déjà, si tu veux, j'étais déjà dans le bain des pros. Ouais. Mais revivre la CFA2, CFA nationale, Ligue 2, c'est quelque chose d'encore plus fort au final que monter en Ligue 1. Parce que
Parce que tu vis toutes les étapes et tu reconstruis tout. Et tu reconstruis tout, et surtout tu es là dès le départ. Et tu as cette. Alors, même si tout le monde s'en fout, mais moi personnellement, je suis tellement content d'avoir amené ma pierre à l'édifice à mon petit niveau, mais d'être là dès le départ et d'avoir pu remonter jusqu'en Ligue 2, c'était génial. Faut pas dire tout le monde s'en fout. Non mais quand je dis tout le monde s'en fout, non mais c'est important. Non mais ce que je veux dire c'est que quand je dis tout le monde s'en fout, encore une fois je te l'ai dit en off, le principal c'est les joueurs, c'est eux qui font que tout ça existe. Voilà, que ce soit les bons ou les mauvais moments, c'est eux qui font. C'est pas nous. Nous on est là, on les accompagne. Comme je t'ai dit, on est des supporters privilégiés parce qu'on est salariés du club. Et vous êtes les gens de l'ombre. Et on est des gens de l'ombre. Mais pour qu'il y ait des gens dans la lumière, il faut qu'il y ait des gens dans l'ombre. Et il faut accepter ça en fait. Si tu acceptes ça, tu vis ta plus belle vie. Et honnêtement, moi, il y a eu des galères, il y a eu des moments où je faisais 60 heures par semaine, je travaillais 6 jours sur 7, je me dis, putain, mais je serais peut-être mieux dans un boulot où tu vois, je vais à 9 h et je sors à 16 h. Mais ouais. Non mais je me dis ça et puis d'un seul coup je me dis mais en fait je suis con parce que tant que la passion est là, je veux dire il n'y a rien qui voilà c'est génial quoi. Et puis moi maintenant j'ai des enfants, quand mes gosses je rentre dans leur chambre et qu'ils veulent pas de posters de je sais pas de Ninjago ou des trucs comme ça, mais ils veulent les posters de la photo d'équipe parce qu'il n'y a papa dessus. Bah, voilà quoi. Ça se passe de commentaires. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Au niveau de tes pires souvenirs, donc tu me l'as dit, c'était cette descente en deuxième division qui était très difficile. Ça a été le pire souvenir et puis ça a été encore plus douloureux pour moi parce que, alors il n'y avait pas que moi dans ce cas-là, il y avait aussi Didier Garcin qui est toujours au club, qui est maintenant secrétaire général au club et puis directeur sécurité. On était délégué du personnel. Donc quand tu es délégué du personnel, quand tu déposes le bilan, en fait, tu es le dernier à fermer la porte et à dire au revoir. En fait. Donc on a dit au revoir à tous les salariés. Et puis nous, on est restés comme des cons jusqu'au dernier moment parce que y avait la liquidation, il y avait tout ça. Mais ce qui est dommage et douloureux, c'est qu'on nous a laissé croire plus d'une fois qu'on allait s'en sortir. Ça fait mal. Tu sais, c'est comme l'histoire du pansement. Tu l'arraches d'un coup, tu sais que tu descends, tu passes à autre chose. Mais là, ah non, tu le recolles un peu, tu vois. Et ça fait encore plus mal, surtout quand tu es délégué du personnel, parce que du coup, tu es à toutes les réunions où il y a un espoir. En fait. Et au final, il n'y a pas d'espoir. C'est mort. Et on ne peut pas dire qu'Alain Fessler, tout ça, ils n'ont pas essayé, ils ont tout essayé. Mais ça n'a pas marché. Quand en fait, en 2011, quand on a déposé le bilan, on est sorti dehors, je me rappelle, j'étais avec Didier. Je dis à Didier, tu vas faire quoi? Il dit, je vais déjà aller à Pôle emploi. Je dis, ouais, on va aller à Pôle emploi. Et puis quand Alain Fessler, Farid Darbal, Roger Garcin, quand ils sont tous dit, faut qu'on reprenne, faut qu'on reparte et tout, machin, on s'est même pas posé la question, en fait. Parce que pendant 2 ans, moi, de 2011 à 2013, je ne l'ai pas dit, mais j'ai été bénévole parce que, en fait, du coup, c'est pas beau, mais j'étais sur le chômage et j'étais bénévole au club. Mais du coup, ouais, tu couperas celle-là. Mais non, mais du coup, en gros, c'est vrai que je pouvais pas. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, je t'avoue, j'avais d'autres propositions, j'avais d'autres clubs. Je m'étais fait des copains, tous les intendants, c'est des copains, voilà. Et d'autres m'ont appelé en me disant, ouais, si tu veux venir travailler chez nous, machin, bon. J'ai dit à ma femme, je peux pas partir de chez moi, c'est Grenoble, c'est chez moi. Je peux pas quitter comme si, tu vois, s'était rien passé. Voilà, c'était pas possible pour moi. Et ma femme, elle m'a dit, mais tu fais ce que tu veux. Si tu veux rester, tu restes. Et puis voilà. Et puis je suis reparti. Très compréhensible aussi. Ça, c'est très important. Quelqu'un à ses côtés qui. Ah, mais complètement. Parce que j'en connais d'autres où leur femme, elle leur a dit, écoute, tu es gentil maintenant avec le foot, tu changes de boulot. Et aujourd'hui, ils me disent, c'est toi qui avais raison. Mais au final, j'avais pas raison. C'est juste que j'ai eu la chance de faire le bon choix, de dire je reste
et je veux que ça remonte, et ça va remonter, et j'y ai cru. Et tu as une raison d'y croire. Et il y a eu ce petit brin de réussite qui fait que, parce que ça aurait pu s'effondrer combien de fois, et au final, voilà, on y est. Donc ça, c'est cool. Et ça fait, encore une fois, c'est ça qui est marrant, c'est que tu pars d'une déception, mais tu arrives à une vraie satisfaction. C'est là qu'elle est encore plus forte. Pour moi, c'est la plus forte. Je pensais que ce serait la Ligue 1, mais après avoir vécu ça, la Ligue 1 c'était bien, mais ça c'était incroyable. Dans le niveau déception, crainte, tout ça, j'avais cru comprendre que tu n'étais pas forcément un grand fan d'avion. Ah non, ouais, j'ai très peur de l'avion. Ouais, t'as très peur de l'avion. Ah oui. J'ai très peur de l'avion, mais c'est pas moi le plus peureux dans l'avion. Ah, non, je crie jamais quand il y a... Alors, il n'y a pas de trou d'air. Il faut savoir que ça n'existe pas, les trous d'air, mais je dis trou d'air parce que tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais ça n'existe pas. Voilà. Je suis aussi passionné de l'avion que j'en ai peur. D'accord. C'est souvent d'ailleurs mon problème, moi, c'est que mes peurs sont souvent mes... quand j'ai peur de quelque chose, j'ai tendance à aller vers... je sais pas pourquoi, c'est un truc... Donc du coup, t'aimes pas la Bretagne? À Brest, ouais. Mais il était là, Brice était là, il peut t'en parler. Je crois qu'il avait, c'était ce jour de son anniversaire, il avait 16 ans, je crois. C'était le jour de son anniversaire, c'était sa première fois avec le groupe, c'est Thierry Goudet l'entraîneur. Et oui, en Bretagne, on a fait des loopings quand même. Alors Brice a dû le marquer alors. Si tu me dis qu'il avait 16 ans, à mon avis, ça a dû le marquer. Ah, mais on a fait des loopings. Vous avez fait des loopings. Ah bah, franchement, il y avait des gens qui priaient dans l'avion. Et bon, alors moi j'étais pas dans ce délire là parce que oui, bien sûr. Voilà, je m'occupais plus, c'était pas le moment de prier, quoi. Je me disais comment je vais m'en sortir. Tu sais, l'arménien, hein, on priera plus tard. Mais en gros, ouais, c'était une grosse peur. Ah, c'était horrible. Mais j'avais déjà peur avant de l'avion, j'ai toujours eu peur de l'avion. C'est marrant parce que ma femme, on en parlait il y a pas longtemps, et en fait, quand j'ai connu ma femme, elle, quand on part en voyage de noces, et on partait aux Seychelles. Ouais. Et elle me dit oh mais t'inquiète pas, je sais plus combien c'était, 10 heures, 12 heures d'avion. Je dis mais je vais jamais y arriver et tout. Elle me prend la main, on allait pour décoller, elle me dit t'inquiète pas, je suis avec toi. Et je dis ok, je continue à parler et on allait pour décoller, elle dormait déjà en fait. Donc tu vois le soutien. Ouais. Et aujourd'hui, je lui ai filé cette peur. C'est-à-dire que maintenant, quand on prend l'avion, elle me dit, tu vois, à cause de toi, j'ai toujours peur. Parce que c'est vrai qu'à la maison, je me tape tous les émissions surnaturelles et crash, machin, ouais. J'adore ces émissions-là. J'adore comprendre comment c'est arrivé. Donc voilà, ma femme m'avait payé un truc aussi à Air Simu, ça s'appelle à Montbono, où tu es avec un ancien pilote, le mec, c'est un cockpit et tout, et tu fais un vol en fait, c'est toi qui vole le truc, qui vole et tout, mais c'est tout comme dans un vrai avion. C'était censé me rassurer, ça m'a pas du tout rassuré. Mais voilà, bon, après c'est une peur, mais honnêtement, je la maîtrise. Je suis pas Dennis Bergkamp. Hein. Tu me fais que Dennis Bergkamp, ouais, je sais. Il a joué en Angleterre parce qu'il voulait pas prendre l'avion, justement. Et quand il partait en Ligue des Champions, il prenait le bus, il se tapait les bateaux, les trains, les machins pour aller ailleurs que. Il prenait jamais l'avion. Sacrée période quand même. Et maintenant, je pense que tu as un joueur comme ça qui veut pas, il n'y a aucun club qui le recrute. Ah bah, clairement. Non. Voilà. Par contre, tu me fais penser à jamais prendre l'avion avec toi, du coup. Parce que du coup, sinon... Alors par contre, je suis très rassurant pour les autres passagers. Parce que maintenant, je suis tellement cultivé sur l'aviation que quand il y a un bruit ou un truc comme ça, je dis non, mais ça, c'est rien. J'explique tout. Tu vois, donc non, je suis plutôt rassurant comme mec en avion. Ok, ouais, tu m'as pas trop rassuré, mais bon, c'est pas grave. J'ai peur, mais je contiens ma peur. J'arrive à la contenir. Et la dernière question que je vais te poser, c'est que comment est-ce que tu fais pour rester aussi jeune ? On a vu des photos de toi de 2004. Ouais. On a l'impression que tu n'as pas bougé d'un poil. À part peut-être un petit peu des poils blancs. Ça, c'est récent. Mais bon, ça. Tu sais, je peux pas trop. Donc, ouais, 45 ans dans 12 jours. Enfin, dans 15 jours. Donc, ouais, on y pensera, hein, on y pensera jours. Le 12 octobre, 45 ans. Donc, le lieu. N'oubliez pas, si vous voulez me le souhaiter, ça me fera plaisir. Non, j'ai pas de. Ouais, c'est vrai que. Mais alors, après, ça va pas plaire aux femmes, mais moi ma femme, elle a 5 ans de moins que moi. Il faut toujours prendre plus jeune les femmes parce qu'elles vieillissent moins bien que les hommes. Non mais regarde bien. C'est le côté arménien. C'est le côté arménien. Non mais blague à part, non. J'ai pas d'explication. Je fais du sport et je pense que d'être avec les jeunes, ça maintient. C'est vrai, hein, quand tu es dans cet environnement-là. Ils sont chiants, ils sont pénibles toute la semaine, j'ai envie de les taper, mais en même temps je les adore, c'est ma deuxième famille.
et c'est bon de prendre un bain de, comment dire, un bain de jouvence avec ces jeunes parce que tu te régales. Il y a des expressions tous les ans, il y a des nouvelles expressions que je ne connaîtrais pas si j'étais pas avec eux. Ouais, parce qu'on serait vieux sinon. On serait vieux, alors que là, je reste jeune avec eux. Et vous faites toujours des petits foot entre vous, là, les midis, ça se faisait beaucoup avant. Ouais, on essaie d'en faire, on en fait moins, mais on essaie. Puis à l'admin aussi, il y a 2-3 volontaires, donc on arrive toujours à... Il y a des bons joueurs à l'admin, hein, je sais. Il y en a quelques-uns. Ils ont pris un peu de bedaine, mais 2-3 jours de ballon. Non, on trouve le temps, c'est vivre de sa passion, c'est bien, mais il faut aussi de temps en temps jouer, enfin, tu vois, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis le foot, c'est une passion aussi avant tout. Et puis c'est tellement fédérateur que, enfin, je veux dire, tu peux jouer avec tout le monde. J'ai la chance de faire des entraînements avec les joueurs quand il manquait un joueur en CFA2 ou en CFA, on me collait dans les jeux et tout, donc c'était plutôt sympa. C'est vraiment sympa. Ouais. Surtout quand tu devais te choper des Nassim Macro ou des trucs comme ça. Ouais, c'était sympa. Mais après, c'est ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils étaient moins virulents avec moi qu'avec les autres. C'était gentil. J'avais l'impression d'être, tu vois, je me disais, oh putain, ils ont peur, ils craignent. Ils viennent pas m'attaquer, c'est bien. Magnifique. Non, c'est plutôt sympa. Bon, bah super. Greg, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ta dispo. Franchement, c'est vraiment super sympa. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu fais. Et puis, je te dis à une prochaine fois. Merci. Et encore merci pour tout. Merci à toi. Tiens, merci.